Alors, je voudrais commencer par une petite histoire, pour partager avec vous une petite histoire, que c'est un peu l'histoire des femmes du sud de l'Europe, parce qu'aussi en Europe, il y a le nord et le sud, et c'est pour cela aussi que je dois, cette fois, je pense que, et je félicite énormément Lila parce qu'elle a réussi à mettre ensemble les extrêmes du nord et du sud de l'Europe. Ça veut dire il y avait hier avec vous Heidi Hautala qui avait été collègue au Parlement européen de la Finlande, qui est vraiment le nord on dirait boréal. Et voilà, aujourd'hui je suis avec vous, je viens de l'Espagne, que c'est le sud, vraiment sud-sud, on dirait plutôt, pendant des années on était vraiment, comment dire, la tête de vue de l'Afrique en Europe. Alors je me sens entre vous comme une sœur. Dire aussi que nous avons vécu notre histoire en Espagne, c'est une histoire semblable, pareille, qui me rappelle et qui m'a vraiment, quand je vous ai accompagné dans votre printemps tunisien, vraiment c'était la rémotion de toutes les émotions du passé, parce que chez nous il y a eu aussi 40 ans de dictature où les femmes n'avaient pas le droit à rien. Ça veut dire les femmes, pour bouger, pour sortir d'une ville, des femmes juristes, formées déjà comme juristes, pour aller voir des clients, ça c'est la vérité, ce sont des femmes qui sont actuellement des collègues de nous, pour sortir, se rencontrer avec des clients à Alicante, par exemple, qui est sur la côte Méditerranée. C'était une avocate, une juriste à Madrid. Elle devait demander la permission d'avoir un petit bout de papier, écrit et signé par son mari, qui était aussi juriste, pour pouvoir bouger. On a vécu vraiment des situations où vraiment les femmes, au milieu rural, il n'y avait aussi aucun droit, vraiment, ni sur la terre, malgré qu'ils travaillaient la terre en continu, en complément avec leur mari, et aussi pour les filles, pour entrer en éducation, en formation, dans l'université. Ça veut dire qu'on a vécu les vécus que j'ai entendu de beaucoup d'entre vous dans le passé ici en Tunis. Mais il est arrivé 1975, le dictateur est mort. Chez nous, c'était malgré qu'il y a eu là dans les années, à partir des années 60 après la guerre civile, mais quand on est remonté un peu après les massacres et l'exil. Il y avait déjà des mouvements syndicaux, des mouvements parapolitiques, parce qu'on n'avait pas le droit de configurer des partis politiques, et aussi les femmes étaient à l'avance dans ces mouvements, et de façon que dans les années avant de la mort du dictateur, il y avait vraiment déjà des mouvements importants qui préparaient en clandestinité, aussi avec l'aide extérieure. Et ça a été très important, cette solidarité d'hommes et de femmes, notamment les social-démocrates allemands, les social-démocrates suédois. Ça veut dire qu'on a eu vraiment une possibilité d'apprendre comment était la démocratie ailleurs, en plus de lire ce qui s'était passé au passé. Et à partir du moment 1975, le 20 novembre, quand le dictateur est mort, comment dire, les femmes ont accompagné le mouvement vers la démocratie. C'était une transition longue, complexe, avec parfois des mouvements comme en 1981, où il y a eu vraiment un essai de coup d'État très important, dont je me rappelle très très bien, j'étais en ce moment déjà à l'université. Et dans toute cette transition vers la démocratie, vers l'ouverture, vers l'établissement des règles d'une nouvelle constitution en 1978, les élections locales, les élections générales, l'entrée des femmes dans les parlements, au Sénat, la possibilité d'avoir des femmes maires dans les villages, dans les villes. Il y avait là surtout une action, comment dire, entre nous, entre les femmes. C'est vrai aussi, je dois dire qu'il faut toujours compter qu'il y a eu toujours dans notre histoire des hommes qui ont compris
les hommes, comment dire, plus en avance, plus intelligents, qui ont compris et qui nous ont aidés. Il faut toujours aussi, c'est une solidarité aussi qu'il faut compter avec, il ne faut pas rejeter cette capacité et aide, mais en tout cas, c'était entre nous la solidarité. Je me rappelle très bien, ça fait partie qu'on sortait le 8 mars, chez moi, ma région, c'est Aragon, en Espagne, au nord, entre la Catalogne, la Navarre et le Pays Basque, avec la frontière, les Pyrénées. C'est une région très grande, très rurale, avec une grande capitale, Saragosse. Le reste, c'est vraiment milieu rural, avec beaucoup des besoins, où il y a les éleveurs de troupeaux, où il y a les agriculteurs, où il y a vraiment beaucoup des différences entre des régions, des parties territoires plus désertiques, comme c'est Los Moneros, le sud très montagne, très froid, un plateau assez dur pour le vivre en hiver. Bon, alors on sortait le 8 mars, je me rappelle, j'ai même acheté une petite voiture à l'époque pour emmener mes collègues, et on parcourait les villages autour de chez nous, justement pour rencontrer les femmes en milieu rural, et on les rencontrait justement après le repas, parce que c'était le seul moment où les hommes allaient dans le bar jouer aux cartes, le moment prendre le café et jouer aux cartes, et c'était dans ce moment où les femmes qui étaient intéressées vraiment de comprendre, ils venaient en courant, je n'ai même pas lavé les plats, je viens dans cette réunion, nous avons une demi-heure, 3/4 d'heure pour parler, pour voir comment nous pouvons nous organiser, pour pouvoir organiser des activités pour les femmes, parce qu'on a vraiment besoin, on a vraiment envie de le faire. Et voilà, on a commencé avec ces petites réunions qui duraient juste parce que à 3/4 d'heure, elle devait retourner en courant pour ne pas avoir des problèmes, comment dire, des débats. Elle les avait déjà, mais pas, comment dire, plus de débats. Et c'est comme ça que, dans les années 78, que commençait avec la Constitution, et après, les années 80, on a commencé à créer, comment dire, un mouvement de solidarité entre les femmes à niveau urbain, et qu'on se déplaçait, et les femmes en milieu rural, on s'est téléphoné, on organisait des petites réunions, et petit à petit, on a été capable d'organiser un réseau. Je me rappelle dans les débats entre femmes urbaines, des milieux universitaires, féministes, radicales. On avait des gros débats parce qu'on disait non, on peut pas, nous, l'action est une action radicale d'avance et on peut pas être dans les deux lieux. Nous, comme femmes syndicalistes, moi je suis du Parti socialiste espagnol, mais syndicaliste aussi de l'UGT, voilà, comme syndicaliste, comme femme socialiste, on disait non, on peut pas, ça veut dire il faut travailler dans les deux. Il faut avancer en radical, ça veut dire il faut avancer vers les quotas, vers les exigences de plus de femmes dans les parlements, plus de femmes dans les listes électorales. Mais on ne peut pas oublier, on a besoin absolument des femmes des milieux ruraux, des femmes qui justement, ils sont, comment dire, duquel sort toute notre force. Parce que notre pays, à l'époque, Espagne, et continue à avoir, il y avait un grand milieu rural, très important pour nous, qui est, comment dire, une partie importante de nos racines. Alors, il fallait travailler pour que les femmes entrent dans les fabriques, dans les industries, dans les services, mais en même temps, il ne fallait pas laisser, surtout pas, parce que c'était aussi, comment dire, les racines pour le futur de notre campagne aussi, de notre agriculture, qui est le cas, les agriculteurs jeunes. Alors, on a commencé vraiment dans ces débats qui étaient énormes et on a été capable d'avancer. Au sein des partis politiques, on a vite identifié, malgré qu'actuellement, et je sais parce qu'on m'a raconté qu'aujourd'hui, dans une des initiatives que vous avez, il y a ces débats, comment dire, les quotas. Les quotas, ils ont toujours un débat positif et un débat négatif. Pour nous, je vous dis, et notre expérience a été décisive sur cela, les quotas, c'est un instrument. C'est pas le but, c'est pas l'objectif, c'est un instrument, comment dire, pour pouvoir rompre, pour pouvoir casser des limites qui seront sinon là pour toujours. Et je vous dis à quel point les quotas comme instrument ont été importantes pour nous, même avec des débats énormes, terribles parfois, avec nos
camarades hommes, mais aussi pas mal de camarades femmes qui voyaient son pouvoir, comment dire, en danger. Mais définitivement, tout ce que nous avons été capables d'avancer, c'est vraiment par rapport à cet instrument fondamental qui exige un débat approfondi, qui n'est pas facile, hein, parce que c'est très facile d'immédiatement, ce matin même, je l'ai entendu par une femme politique en Espagne, de dire non, non, les femmes quotas, c'est des femmes qui n'ont... Non, non, les femmes quotas, ce sont les femmes qui ont été en avance, parfois avec des débats énormes, des débats terribles, même, comment dire, même insultés, parce que vous êtes des femmes quotas. Moi, j'ai reçu cette... Et j'ai dit, ouais, je suis très fière, parce que puisque je suis moi, femme quota, toi, femme non quota, tu arriveras quelque part un jour. Mais s'il n'y avait pas des femmes quotas, les autres n'arriveraient jamais. Maintenant, on est en train chez nous, au niveau du Parlement européen, et ça c'est aussi très important, et puisque nous avons fait déjà les preuves, je peux vous dire c'est un bon instrument de solidarité, c'est l'évaluation, comment dire, le mainstream, la clause d'égalité dans toutes les politiques, dans toutes les politiques, même celles qui nous apparaissent très scientifiques, très neutrales, comme c'est le cas par exemple du niveau de budget, les perspectives financières, chez nous que ce sont le budget à 7 ans. Dans toutes les politiques, il faut absolument exiger qu'au moins il y a une évaluation préalable, que quand on préfigure les lois, préfigure les politiques, les programmes d'action, les budgets, les programmes à niveau local, il y a un groupe au moins, je dis femmes, hommes et femmes, si nous avons des collègues qui comprennent notre lutte, et ils sont les bienvenus, pour justement identifier où on va évaluer de quelle façon ces politiques et ces programmes affectent les femmes, ou l'environnement de femmes, j'allais dire la famille, les aspects concernant les services publics, l'éducation, là où les femmes vraiment ont leur vie quotidienne avec plus d'impact. Ça, c'est aussi un grand instrument de débat, d'apprentissage, même si, quand on dit un budget, les femmes, nous avons en principe, ça c'est historiquement de nos faiblesses, malgré que les meilleurs, d'entre les meilleurs scientifiques et mathématiciens, il y a eu toujours des femmes, mais les mathématiques, les chiffres, ça paraît, l'économie, c'est un... Malgré que, si vous pensez deux fois, l'économie du monde est normalement dans les mains des femmes, notamment quand il y a la pauvreté. Quand il y a la pauvreté ou les ressources limitées, voilà, c'est les femmes qui économisent, qui font l'économie quotidienne. Alors là, c'est un instrument énorme pour apprendre du commencement. Moi, je me rappelle au sein du syndicat une expérience très forte que j'ai eue parce que pour moi, ça a été très surprenante. À l'époque, j'étais responsable pour l'action des femmes, pour l'action d'égalité dans mon syndicat, dans ma région. Et on m'a dit, comme ça, hein, parce que nos collègues sont comme ça, mes camarades m'ont dit, écoute Inès, on a un problème. Parce que nous, les syndicalistes, majoritairement hommes, nous avons un problème. Nous arrivons normalement, les réunions sont après le travail, on reste jusqu'à très tard, et nos femmes, ben voilà, ils discutent avec nous, ils ne sont pas contents parce que nous arrivons très tard. Est-ce que tu pourrais organiser des actions pour que les femmes viennent soit au syndicat et nous attendent dans une meilleure... Bon, moi j'étais un peu surprise, je dis, ben, qu'est-ce que vous me racontez? Oui, est-ce que c'est absolument nécessaire? Parce que sinon on a vraiment des... J'ai dit, bon, écoutez, moi je suis toujours optimiste, je pense qu'on peut toujours, si c'est un mandat, ben, je le fais. Alors, on a commencé à organiser des réunions au moment où les hommes se réunissaient à partir 7h, 7h30, 8h du soir. Bon voilà, les femmes des syndicalistes, qui sont aussi syndicalistes, mais comme ils ont des enfants à la maison et des problèmes, ils n'étaient pas dans ces réunions. Bon, on a organisé des petites réunions et on a commencé par des choses très simples parce que, comme elle disait, moi je suis femme au foyer, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on va... Et moi j'ai dit, bon écoute, pourquoi on ne pense pas on va faire un petit exercice, ce que je fais à la maison, combien ça coûte dans le monde extérieur. Par exemple, chez nous on a beaucoup d'hôtellerie puisqu'on est un pays de tourisme, comme ici aussi, comme chez vous. Alors, bon, moi je fais les lits chez moi, je nettoie. J'ai dit, bon, pourquoi on ne va pas à l'extérieur, au syndicat, parce qu'il y avait la fédération d'hôtellerie, pourquoi on ne pense pas combien ça coûte? Aller au monde extérieur, dans un hôtel, quand tu travailles et tu fais des lits, combien ça coûte?
Combien ça coûte le nettoyage? Combien ça coûte porter les enfants à l'école, etc. On a commencé par un petit exercice et comme ça, les femmes, ils ont entré. Ah ben voilà, ce que je fais, ça coûte, c'est bien, c'est quelque chose qui a une valeur et aussi un prix. Voilà, et petit à petit, on a réussi aussi à s'intégrer dans la partie économique, que toujours ça fait un peu peur parce que, comme je dis, de voir la valeur de ce qu'on fait chez nous. Et les réunions étaient si grandes parce qu'ils sortaient dans la rue, venaient les jours de réunion, chacune dans son métier, chacune dans son secteur, allaient dans la fédération correspondante du syndicat. Ils ont organisé une mouvement si forte qu'après 1 an et demi, j'ai dû partir dans le conseil confédéral à Madrid, je les ai laissés avec mal au cœur parce que la dynamique était entreprise, mais ils avaient déjà leur leader et ils étaient en train de s'organiser. Bon, 1 an après que j'étais à Madrid, on m'a appelé au secours, Inès, s'il te plaît, fais quelque chose parce que maintenant, tout le syndicat est occupé par les femmes qui s'organisent, qui font... Et nous devons, nous, les hommes, attendre avec les enfants qui sortent de ces réunions parce qu'ils nous disent, on n'a pas encore terminé, vous attendez s'il vous plaît. Et voilà, c'était là la révolution. Ils n'ont même pas dû trouver un autre endroit pour se réunir parce que c'était pas assez. C'est-à-dire, vous voyez, c'est vraiment avec cette relation, cette capacité petite, apparemment pas des grandes pas, mais que finalement nous met dans une dynamique, et c'est ça la force des femmes, la capacité de trouver, même avec sens de l'humour dans la situation plus terrible, de nous retrouver dans une capacité de mettre en contact nos expériences. C'est pour ça que quand le printemps arabe est arrivé ici à Tunis, vous avez eu, comment dire, le printemps du printemps arabe, c'est-à-dire la capacité de bouger, de se mettre vraiment en pied et chercher définitivement la démocratie. C'est là où j'étais à nouveau, comment dire, saisie depuis des années. Je travaille aussi toujours, mais je dois dire que j'ai laissé un peu mes collègues plus jeunes travailler au sein de la commission des femmes. Moi, je m'occupe maintenant du tourisme, de transport, l'environnement, le contrôle budgétaire. Et tout d'un coup, je vous remercie parce que ça a été à nouveau reprendre, remémorer, dire, tous ces mémoires de tout ce qu'on avait fait exactement comme vous êtes en train de faire ici. Et surtout, le message que je voulais, pas seulement de solidarité, d'entraide, de mettre des mises à disponibilité de toute la force et les travaux que nous pouvons faire, mais aussi l'expérience pour pas se désespérer. Parce que normalement, quand on est au moment des changements, on voudrait que ça change d'aujourd'hui à demain. Parce que on pense la vie est courte, il faut absolument, et les besoins sont si forts, et les risques sont aussi si forts que vraiment on est en... Et là, le message que je voudrais vous passer, c'est on peut le faire, vous allez le faire, ça veut dire c'est dur, vous avez passé des époques aussi dures déjà, mais il y a cette capacité, cette possibilité vraiment d'endurer, ça veut dire de rester ferme, même si ça dure. Parce que ça, c'est aussi une capacité culturelle que nous avons les femmes, parce que c'est comme ça que sinon les genres humains auraient déjà disparu. Cette capacité, alors c'était un peu avec comment on peut nous entraider, vous, pour faire le chemin que peut-être par une façon différente, nous avons fait il y a des années, et nous aussi apprendre, parce que nous sommes aussi chez nous en crise politique, ça veut dire on ne se retrouve plus. Les citoyens et les citoyennes ne se retrouvent plus dans leurs représentants politiques. C'est-à-dire nous devons aussi à nouveau nous repenser, et c'est comme ça que je trouve qu'on peut vraiment apprendre les uns des autres, nous en revenant à nos origines, parce que parfois on les a oubliées, et ça c'est vrai, et ça c'est une des défauts, et vous justement en retrouvant dans la force de ce que nous avons fait, erreur et
et bonnes pratiques, voire de la façon de travailler. C'est pour ça que je me suis absolument alliée avec Lila quand elle est venue pour me dire qu'est-ce que tu penses d'un projet qui emmènerait une fenêtre d'expériences communes, de dialogue commun entre les femmes et pour les femmes de dérive de l'Union, de rive de la Méditerranée. Et moi, je pensais que c'était un instrument fantastique. Parce que la démocratie, et c'est pour cela que je dis maintenant, l'instrument que nous sommes en train de voir, c'est comment évaluer chacune des politiques dès l'approche des femmes, dans ce qui est l'établissement d'une nouvelle situation dans la rive sud de la Méditerranée, de l'acheminement des démocraties avec vos propres valeurs ajoutées, parce qu'aucune démocratie, vous ne pouvez pas imaginer les débats que nous avons au Parlement européen entre le Nord et le Sud. Parfois, nous disons, moi je me retrouve plus dans mes sœurs marocaines ou tunisiennes ou algériennes que dans mes sœurs même finlandaises. Ça veut dire parfois ou estoniennes qui sont là au nord, dans le froid et tout près de la Russie. Ce sont vraiment des débats forts. C'est pour ça que la démocratie de cette partie de la Méditerranée, on va l'évaluer. Nous allons l'évaluer entre nous par la présence des femmes. Ça veut dire la démocratie est seulement démocratie si les femmes ne souffrent pas. Si les femmes ne souffrent plus, si elles sont plus discriminées. C'est une des mesures, un des éléments d'évaluation de la consolidation d'une démocratie. On ne peut pas dire on est dans une démocratie s'il y a des élections chaque 4 ans, ce qui nous est arrivé parfois. Il y a des partis politiques, il y a même la liberté d'expression, mais on ne voit jamais des femmes qui parlent, on ne voit jamais des femmes qui sont directrices de journaux, on ne voit jamais des femmes qui sont à la tête d'un média. Ça veut dire, on ne voit pas vraiment les femmes qui sont maires de leur village, on ne voit pas les femmes qui sont ministres, premiers ministres, on ne voit pas les femmes qui sont vraiment à la tête des mouvements de la démocratie. C'est pour ça que c'est si important, je trouve, que Nissa TV, c'est un projet qui nous donne un instrument en plus d'apprentissage, d'échange, comment dire, même d'alphabétisation démocratique, parce que la situation des femmes est devenue, tant au nord comme au sud. Ça veut dire parfois au sud, on a l'impression qu'on est évalué seulement pour cela. Vos collègues ou nos collègues dans les parlements tunisiens, algériens, quand ils viennent chez nous ou on se rencontre chez eux dans les parlements, ils nous disent bon voilà, mais vous allez toujours voir la situation des femmes. Pour nous c'est délicat. Pour nous, non, c'est pas délicat ou plus délicat. Chez nous aussi est délicat parce que on n'est pas réussi encore à 100%. Hein. On est en train de travailler très fort. Les écarts salariales, les écarts de présence dans les postes de décision. Maintenant qu'on est la crise, l'impact de la crise sur les femmes qui reviennent en pauvreté avant que les hommes, qui sont au chômage plus longuement que les hommes, tout ça nous interpelle aussi au Nord. C'est pas fini. La démocratie n'est jamais quelque chose déterminé et voilà, on le met le paquet, le lacet et on l'envoie. Non, non. La démocratie, c'est une construction de tous les jours qui nous interpelle, mais où définitivement, et ça c'est à niveau global accepté, la situation des femmes devient un des axes majeurs de l'évaluation. On est en démocratie ou on n'est pas en démocratie et on regarde premièrement et surtout où sont les femmes dans cette démocratie. C'est pour cela que tous les instruments que nous sommes en train d'organiser, tous les nouveaux programmes, que aussi ici en Tunisie, on a essayé par tous les moyens même de doubler le budget et tout ça, ne serviront à rien s'il n'y a pas, comment dire, des femmes qui évaluent comment on organise ça et comment on le met en place. Et pour cela, des instruments comme celui que Lila est en train de mettre en œuvre, je pense que c'est un instrument formidable pour cette transparence dont on a besoin. C'est
je trouve que l'image aujourd'hui c'est un élément fondamental, mais pour nous, mais en général aussi pour les jeunes qui viennent. C'est dans les audiovisuels qui sont en train de, comment dire, de se former, de se unir par rapport au réseau social. Mes nièces déjà, ils ne voient pas, comment dire, ils voient la télé déjà par Internet, mais il faut qu'il y ait une télé pour des émissions et des débats et des rencontres et même des séries. Chez nous, la série Cuéntame, ça a été un formidable instrument dans la télévision espagnole pour la mémoire des jeunes qui ne se rappelaient plus comment la transition était faite, comment était venue la démocratie avec tous les problèmes, avec tous les longs débats et les longs problèmes. Alors ça, je trouve que c'est vraiment un instrument. C'est pour cela que dans cette capacité et volonté que nous avons au Parlement européen et aussi à la Commission, on a interpellé, je pense qu'il y a des instruments qui se mettent en œuvre. Maintenant, la Fondation pour la démocratie, je pense que ça va être dans cette première semestre, on a déjà fait des pas importants pour aider justement des initiatives et des projets de base, comme celui de Nissa TV, mais surtout aussi pour tout ce qui est l'expression libre des femmes dans toutes nos sociétés, comment dire, du village jusqu'à le Premier ministre, et du nord au sud, est-ouest, de la côte vers l'intérieur. C'est aussi important de comment rapprocher les femmes, et sur cette voie, tout notre appui. Et je salue, c'est pour ça que je suis là, que j'ai attendu l'appel de Lila pour vous faire compagnie et pour apprendre tout ensemble. Un grand merci pour m'avoir écouté et à votre disposition. Merci.